Super, merci beaucoup. Je vais immédiatement procéder à l'appel. Jean-Paul Vermeau, moi-même, présent. Philippe Euzin. Présent. Catherine Tréanton. Présente. Frédéric Laminotte. Présent. Nathalie Barnet a donné pouvoir à Christelle Breton. Jérôme Plouzen. Présent. Valérie Scatolin a donné pouvoir à Enzo de Gregorio. André Laurent. Présent. André Laurent, j'en étais où? Oh, pardon, excusez-moi. Laetitia Abili. Enzo de Gregorio. Présent. Yvon Laurence. Ismaël Dupont. Françoise Keinec. Michel Beaupré. Colette Loiseau. Marie-Françoise Madec. Patricia Stéphan. Je me suis avancé trop vite puisqu'on a quelqu'un qui n'est pas encore arrivé en la personne d'Amada Zoubeiri. Je n'avais pas vu la place vide. Marie Galouedec est présente, je l'ai vue. Marie Galouedec. Oui, je viens de la voir, pardon. Oui, qu'est-ce que je fais, moi? Catel Salazar. Marlène Calviac. Camille Thomas. David Guillaumard. Christelle Breton. Catherine Milin. Michael Restier. Conchita Ngoutsami. Glenn Le Saout. Georges Oregan. Olivier Bellec. Daniel Bache. Bérangère Maurice et Bernard. Hélène Eto-Guézenec. Merci à tous. Nous allons désigner la secrétaire de séance. Je n'ai pas eu le temps de l'appeler, mais Madame Tréanton, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Merci beaucoup. Ouais, lundi 14 h pour la signature de l'ensemble des délibérations qui doivent depuis quelques mois maintenant être co-signées par le secrétaire de séance. Le prochain point appelle à l'approbation du PV de la séance du 21 mars. Y a-t-il des questions sur ce procès-verbal? Je n'en vois pas, chers collègues. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant appelle à votre information relative aux décisions prises par délégation. Avez-vous des questions, chers collègues? C'est une prise d'acte. Pour la prise d'acte, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Et je cède la parole au premier adjoint dans la poursuite de l'installation de ce mandat et des différentes commissions. Nous allons donc maintenant procéder aux désignations des membres de 3 commissions et des membres des organismes et structures extérieures. Donc pour commencer, ces délibérations ont toutes reçu un avis favorable à l'unanimité lors de la commission des affaires générales et financières. La première commission consultative des impôts directs, donc cette commission qui a pour mission principale l'évaluation des bases d'imposition des taxes directes locales, la révision des valeurs locatives des biens et l'émission d'avis sur les propositions de l'administration fiscale. Vous avez tous pu voir donc les 16 contribuables titulaires et 16 contribuables suppléants qui sont présentés. Nous pouvons donc passer. Merci. Y a-t-il des questions? Les listes ont été vues ensemble, chacun y retrouve les siens. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. On continue avec la CCSPL. Toujours Philippe, notre premier adjoint. Donc la commission consultative des services publics locaux, qui a pour mission de suivre et évaluer les services publics locaux, d'examiner les rapports annuels et de donner son avis sur tout projet de délégation de services publics, de régie autonome ou de partenariat. Sont proposés pour représenter les associations, donc Caroline Dujardin pour l'association Nouvelle Vague, Benoît de Gaune pour l'association Au Pied du Mur et Joël Hervette pour l'UFC Que Choisir. Sont candidats pour siéger au sein de cette commission Nathalie Barnet, Colette Loiseau, Laetitia Abili, Georges Oregan et en suppléant Christelle Breton, Michel Beaupré, Patricia Stéphan et Olivier Bellec. Voilà, s'il n'y a pas de prise de parole, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. On continue avec la commission communale pour l'accessibilité. Cette commission communale est chargée notamment de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre de vie, de formuler des propositions d'amélioration et de suivre les actions engagées en faveur des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Sont nommés pour représenter les associations
Alors, Delphine Trufflet pour la Fondation Massé-Trévidi, Francis Gap pour Apprenons Autrement et Philippe Labatte pour les Genêts d'Or. Nous avons entre la commission AGF et aujourd'hui, nous avons une association qui nous a contactés pour candidater et faire partie donc, de cette commission. Il s'agit de Nicole Marzin qui souhaite représenter l'association Surdiroise, donc une association de sourds et malentendants qui s'implante sur le pays de Morlaix. Nous avons donc fait le choix de présenter cette association qui permettra d'avoir une représentativité un peu plus large dans cette commission. Les candidats pour siéger au sein de cette commission, donc les candidats élus, sont Jérôme Plouzen, Nathalie Barnet, Catel Salazar et Daniel Bache. Et en suppléant, David Guillaumard, Michael Restier, Marie-Françoise Madec et Georges Oregan. Oui, Georges ? Juste une petite chose, je vais signaler en commission qu'après la délibération, M. Gap était prénommé Patrick. Et là, je vois que donc c'est bien Francis qui a remplacé Patrick. Il y a un le malencontreux qui a été ajouté. Je viens de le remarquer aussi. Merci, Georges. Merci, Georges. Merci. C'est bien Francis Gap et pas Francis Le Gap pour Apprenons Autrement. Merci, Georges. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. Désignation des représentants au sein des organismes et structures extérieures. Philippe. Alors, donc il s'agit là de désigner des élus pour siéger dans différentes associations, organismes et structures extérieures. Vous avez pu consulter cette liste qui vous avait été transmise. Je ne vais pas donc lire la totalité de cette liste. Je vous propose donc de passer au vote. En tout cas, aux interventions, s'il y en a, vous avez eu la liste. Hein. Ouais, à chaque fois, on a ouvert à l'opposition sur la méthode du plus fort reste pour que chacun puisse y être représenté. Quelquefois, on n'en a qu'un. Bon, on ne peut pas couper un représentant en deux. Hein, mais la liste a été vue de manière transpartisane entre la minorité et la majorité. S'il n'y a pas d'intervention, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Je prends la délibération suivante sur l'exercice du droit à la formation des élus. C'est un droit qui est ouvert à l'ensemble des élus du conseil municipal. C'est même une obligation puisque 2 à 20% du budget doit être inscrit chaque année pour pouvoir permettre la formation des élus. Et c'est bien des élus, je dis tous les élus, opposition comme majorité. Il y a quelques impératifs qui sont aussi donnés par le Code général des collectivités territoriales. C'est la première année de mandat, une formation obligatoire pour tous les élus ayant une délégation. Hein, bon, ce qui retombe un petit peu sur une forme de priorité à la majorité qui a les délégations de gestion de la collectivité. Hein, il y a une erreur dans la délibération, puisque ça a changé il y a très très peu de temps. Ce n'est pas 18 jours maxi de formation qui sont ouverts par mandat aux élus, mais c'est 24. Il y a eu une légère augmentation suite à une dernière évolution législative. Donc nous vous proposons d'inscrire 4 600 € dans un premier temps, sachant qu'effectivement, hein, on peut prévoir des opérations de formation collective, hein, pour ne pas avoir que des réponses à des formations individuelles, notamment je pense aux nouveaux élus qui ont des délégations. Il y a des priorités qui doivent être émettre, elles ont été émises au nombre de 8, hein, sur la connaissance de l'action publique, puisqu'elle est aussi un peu spécifique pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle ne répond pas à tous les canons de ceux qui pourraient travailler dans le milieu privé, la communication, la gestion de crise, l'attractivité et le développement du territoire, l'efficacité personnelle, notamment un exercice auquel il faut s'aguerrir, qui est la prise de parole en public, le budget communal, la démocratie participative, et puis pour ouvrir plus largement, le 8e objectif s'ouvrira à toutes les thématiques en lien avec l'exercice du mandat. Il y avait eu effectivement une question sur le périmètre des élus,
s'il y a bien une priorité qui est affirmée par les textes la première année sur les élus ayant une délégation, hein, c'est bien tous les élus qui, au cours du mandat, peuvent être concernés dans la limite de 24 jours par une action de formation. Daniel. Oui, monsieur le maire, si jamais il y a une formation commune, nous serons preneurs de participer à cette formation. Si ça Bah, si le thème peut être intéressant pour tous, par exemple, je pense aux finances publiques, si le thème est retenu, pourquoi pas? Avec plaisir. Ouais. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des questions? Non? Eh bien, mesdames et messieurs, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Nous arrivons, et c'est toujours Philippe, avec une DM1 sur le budget cuisine centrale. Nous sommes donc sollicités pour adopter la décision modificative numéro 1 du budget annexe de la cuisine centrale. Donc il s'agit bien du budget annexe de la cuisine centrale et non du budget général de la collectivité. Pour acheter un terrain situé à côté de la cuisine centrale. Donc, dans le cadre du projet d'extension de cette cuisine centrale, donc nous savons que nous avons des travaux à faire, nous construisons un projet. Donc il convient donc d'inscrire 365 000 € de crédits supplémentaires en section d'investissement pour acheter ce terrain qui est situé au 7 rue Pierre Corle à Morlaix. Corlet, pardon. Et Georges, on en avait parlé, je crois, à un des derniers conseils de la mandature précédente sur les investissements nécessaires. Hein, et effectivement, on sait que l'outil arrive tout simplement au bout de sa vie sur certains éléments. Hein, et on avait même envisagé, puisque nous avons un projet de nouvelle cuisine centrale, de la déplacer totalement. Force est de constater qu'ayant pris un certain nombre de contacts et envisageant le coût des travaux d'une nouvelle cuisine centrale dans le cadre d'un GIP, un groupement d'intérêt public avec d'autres partenaires du territoire, il apparaît bien moins coûteux d'avoir une solution et des terrains immédiatement disponibles. Et notamment pour répondre à cette période extrêmement particulière qui est d'assurer un nouvel investissement tout en continuant à produire, je rappelle, hein, les clients principaux, les écoles, l'hôpital de Morlaix, les EHPAD, hein, donc c'est des types de production qu'on ne peut pas arrêter, même en ayant un projet de réinvestissement. Et là, avec l'expertise du directeur de la cuisine centrale, que je remercie réellement de son investissement, hein, c'est très clairement une opportunité qui s'ouvre là de pouvoir avoir immédiatement en proximité du site une capacité d'évolution de la cuisine centrale pour, remettre en état l'ensemble de celle-ci, hein, mais également assurer la continuité de la production. Sur le partenariat qui se noue à l'heure actuelle, puisque nous avons déjà eu un certain nombre d'échanges sur la construction, c'est pour ça que je vous parle d'un GIP, puisqu'en échangeant avec les différents partenaires, et je laisserai les partenaires s'exprimer en leur nom, hein. Il semble que c'est le meilleur moyen d'évoluer. Alors, j'ai une question qui m'est remontée de la Commission des finances sur le portage de l'investissement. Hein, notre conseil juridique nous dit qu'à la création du GIP, il y a effectivement la possibilité d'une négociation ouverte avec les partenaires sur soit l'investisseur initial, c'est-à-dire la ville de Morlaix, continue de payer les investissements qu'elle a débutés avant la création du GIP, soit il nous invite à définir que l'objet de cet investissement participe pleinement à l'objet du GIP. Dès lors, l'investissement peut faire l'objet d'une négociation avec les partenaires. Je ne vous cache pas que cet investissement, il est aussi fait, de mon point de vue, mais ce n'est pas celui dont on doit échanger avec les partenaires, pour avoir la capacité de créer ce GIP, que dès lors, je me permettrai en tout cas d'ouvrir le sujet avec nos partenaires du GIP sur l'investissement là de ces 365 000 €. Mais je ne peux pas, à l'heure actuelle, vous dire que j'ai un blanc-seing des partenaires du GIP pour leur prise en charge. Je n'ose pas imaginer qu'il n'y ait pas une possibilité de répartition de cet investissement, puisque très clairement, celui-là nous permet de minimiser grandement les coûts d'investissement pour la future cuisine centrale qui sera ouverte. Olivier ?
Oui, alors effectivement, lors de la commission des affaires générales et des finances, où on a souhaité un petit peu interpeller effectivement sur le mode de financement de ce projet. Sur le fond, il n'y a pas de questionnement, on comprend tout à fait l'achat de ce terrain et il n'y a pas de sujet là-dessus. On votera donc favorablement sur cette acquisition. Maintenant, c'était plus, voilà, effectivement, le financement à 100% par de l'emprunt qui nous interpellait et donc sur effectivement du coup une aggravation certainement des finances de la dette de la ville, sachant que le GIP que vous évoquez, qui nous a effectivement été évoqué lors de la réunion, n'est pas pour tout de suite, quoi. Il n'y a pas de date encore de création de ce GIP, c'est pas pour 2026 de toute façon. Moi, j'espère mener à bien la négociation cette année pour avoir, si ce n'est en fin d'année, en tout début d'année prochaine, la création du GIP. Hein, on a un budget annexe, c'est le budget annexe qui va porter entièrement là l'endettement sur le terrain. On a une cuisine qui à l'heure actuelle ne peut pas dégager d'excédent qui nous aurait permis de réduire l'emprunt. On a fait le choix, il a été toujours collectivement assumé ces dernières années de ne pas augmenter les tarifs, notamment sur les cantines scolaires. On a réaugmenté les tarifs, notamment sur les clients extérieurs. On était dans une situation où quelquefois les clients extérieurs à la ville payaient moins cher que le tarif dédié aux cantines scolaires. Grosso modo, c'est les cantines scolaires qui apportaient du résultat alors que des clients privés avaient des tarifs inférieurs. On a doucement, je remercie Ismaël qui s'est beaucoup investi avec Nathalie Barnet sur le sujet et Patrick Gambache, on a redressé puisqu'il nous semblait totalement incohérent que des bénéficiaires privés puissent avoir des tarifs inférieurs au coût réel de la situation. Cette situation a été redressée au cours du mandat précédent. C'est positif. On a un truc qui nous est arrivé, qui est tombé sur la tête à tout le monde, c'est l'inflation, notamment sur les denrées alimentaires. Et nous, là, en plus, on continue à avoir des difficultés puisque les réparations de l'outil tel qu'il est arrivé dans son état de vétusté nous posent pas mal de difficultés puisque là, nous avons un ETP dédié à un protocole sanitaire spécifique qui est directement causé par la vétusté des locaux. Donc, pour assurer, vous êtes bien placé, Olivier, pour assurer par exemple une livraison dans un hôpital, on a des standards de qualité, ou en tout cas sur tout ce qui est listeria et compagnie, qui ne peuvent pas être dérogés. On fait ceinture et bretelles, et ça, par la même occasion, ça nous impose des coûts qui seront résolus avec un investissement où on aura des locaux plus adaptés à ce type de situation. Donc là, on ne peut pas dégager d'excédent. Le projet à long terme, c'est l'objectif qu'on poursuit avec les partenaires, et c'est de cela qu'on parle, c'est d'avoir à minima l'assurance qu'on ait l'ensemble des coûts de production, incluant les coûts d'investissement. Et là, on était confronté à une DIA, puisqu'il y avait un autre voisin qui voulait acheter le bâtiment. C'est pour ça qu'on accélère aussi un peu les choses, sinon on serait passé à côté. L'ensemble des coûts de la cuisine centrale, investissement et fonctionnement, doivent être intégrés dans le coût de la prestation globale. C'est du boulot quand même pas simple. Mais en tout cas, on a déjà redressé la barre de l'ensemble. Monsieur Amada Zouberi, le dernier. On note votre arrivée à 18h20. Mais c'est bien l'objectif de avoir un outil, puis je pense aussi au personnel, aux standards qualité, en termes d'ergonomie, améliorer les standards, parce qu'un outil qui est vétuste, par exemple, on a quelques endroits où il y a de la porosité, à des remontées capillaires de l'eau. Donc, ça, il faudrait refaire la dalle. Le jour où on refait la dalle, il faut avoir une solution de repli. Donc, c'est pour ça qu'on a blindé le protocole sanitaire pour ne pas avoir de personnes qui puissent tomber malades avec ce qui sort de la cantine scolaire. Tout ça, c'est des coûts supplémentaires dont on sait qu'ils seront maîtrisés et même évités avec un nouveau projet. En ayant dit ça, j'ai quasiment fait la répétition de ce que je dirais à nos partenaires pour qu'ils acceptent une partie du coût d'investissement. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, chers collègues, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie.
On en arrive aux conventions d'objectifs. André Laurent avec les moyens du bord et Colette Loiseau nous sort parce que son mari est au conseil d'administration. Donc, il s'agit dans cette délibération d'examiner le renouvellement de la convention d'objectifs entre la ville de Morlaix et l'association des moyens du bord. Cette convention qui était bipartite est devenue tripartite depuis 2 ans, où la convention se fait entre Morlaix Communauté et Morlaix et les moyens du bord. Donc les moyens du bord, vous connaissez, c'est cette association d'art contemporain initiée en 1998 par le plasticien Bertrand Mingui, et elle s'attache à développer les projets dédiés à l'art visuel en pays Morlaix. Donc c'est un travail de sensibilisation à la logique du travail en réseau, à la dynamique de comment communiquer avec les artistes et comment communiquer cet art contemporain aux gens de la société, que ce soit les plus jeunes, et avec aussi tout un travail que fait les moyens du bord auprès des publics empêchés. Voilà. Et une ouverture aux familles. Donc l'émission, on les connaît, la création et l'animation d'un outil culturel, cet outil culturel pour rentrer dans la cour d'honneur de la manufacture, et c'est complètement sur votre gauche. C'est là que sont maintenant les moyens du bord depuis 2 ans. Ils ont quitté la cour des artistes. Voilà, ils y reviendront prochainement, mais pour le moment, ils y sont. Donc développer aussi tout ce qui est les approches artistiques contemporaines avec les salons multiples aussi, tout ce qui est l'estampe multiple. Donc on a eu l'année dernière les 20 ans du salon multiple, où on a vu vraiment là un réel ancrage des moyens du bord dans la ville. Il avait depuis quelques années quitté la ville et il est vraiment revenu en ville, que ce soit dans tous les lieux culturels de la ville, qui étaient la bibliothèque, la virgule, etc., mais aussi dans des galeries d'artistes, etc., et dans d'autres lieux. Donc les bibliothèques ont été aussi intégrées. Donc on avait vraiment un retour de cette chose-là. Donc on vous demande de continuer ce partenariat avec les moyens du bord pour 1 année. Et lors de la commission des affaires générales et financières, cette délibération a eu un avis favorable à la majorité. Si vous avez des questions. À l'unanimité même. Je lis même à l'unanimité. Ce qui ne veut pas dire la même chose, monsieur. Y a-t-il des questions sur cette convention? Ça fait l'objet des discussions, hein, effectivement, retrouver multiples en ville, puisqu'à un moment c'était totalement parti au roudour. C'est une bonne nouvelle. Et cela permet de reprendre, de continuer le soutien de la ville avec cette manifestation qui se refait de manière plus sensible et plus visible et plus prégnante sur la ville. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Rue en Seine. Colette. Merci Colette. André. Il s'agit maintenant de voir le renouvellement de la convention de partenariat entre Morlaix Communauté et la ville de Morlaix pour les rues en Seine 2026. Donc les rues en Seine sont revenues à Morlaix avec la nouvelle équipe en 2020. Et donc nous avons mis en place depuis 2021 nous bénéficions depuis 2021 d'une subvention de Morlaix Communauté qui nous aide à organiser nos 4 rendez-vous d'art de rue qui deviennent maintenant, qui prennent de l'ampleur et qui deviennent un peu un incontournable des étés au Pays de Morlaix. Voilà. Donc à titre indicatif, on sait que pour 2026, on va recevoir plus de 26 compagnies sur nos 4 jours d'art de rue, qui va représenter aussi 59 nuitées à Morlaix, et on a besoin parce qu'il y en a qui repartent directement. C'est peu limité par rapport au nombre de compagnies, mais il y a des compagnies qui arrivent un peu tard et qui vont sortir plus loin, parce que les tournées continuent, et ça mobilise à peu près 45 personnes chacune de nos rues en Seine. Voilà, ça permet de présenter les arts de rue sur Morlaix et le pays de Morlaix de la mi-juillet jusqu'à presque la fin septembre, avec les 3 dates de Morlaix. Voilà. Merci André. Y a-t-il des questions sur les rues en Seine? Oui, André. Depuis 2 ans, on a mis ensemble aussi un objet commun, qui est un objet de communication, qui est d'ailleurs rédigé par Morlaix Communauté, et qui nous permet de communiquer
monter sur les rues en Seine et de présenter nos 7 rendez-vous ensemble. Voilà, quelque chose qui arrive au début de l'été pour que les gens puissent se retrouver et savoir ce qu'ils vont pouvoir voir pour ceux qui aiment, qui commencent à avoir, il y en a un vrai appétit pour les arts de rue. Il y a des habitués. Merci. Merci André. S'il n'y a pas d'intervention, a-t-il des abstentions, des oppositions? Jérôme? Alors pour terminer ce conseil, donc une délibération qui va nous emmener du côté de Roqueglase pour une cession de parcelle cadastrée BP 175 rue Angèle Mariage. La ville de Morlaix avait le 29 novembre 2019 acquis une parcelle cadastrée numéro BP 175 rue Angèle Mariage. Par un courrier en date du 30 mars dernier, la ville de Morlaix a proposé de céder cette parcelle à la société M&E au prix de 230 000 € net vendeur. L'acquéreur a pour projet sur cette parcelle la création d'environ 26 logements sociaux et environ 13 lots à bâtir libres de constructeurs. Par courrier en date du 31 mars 2026, la société M&E a donné une suite favorable à cette proposition faite sous réserve de validation par la présente assemblée délibérante. Les frais d'acte notarié de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Il faut aussi considérer que nous avertirons M. Yves Cabioche qui exploite pour l'instant le bien à titre précaire depuis l'acquisition du terrain par la ville pour des raisons de culture et d'entretien de la cession de la parcelle. Le conseil municipal donc de ce soir est sollicité afin de donner un accord sur la cession à la société M&E ou toute autre personne morale ou physique s'y substituant pour le même objet et dans les mêmes conditions. Donc pour la parcelle BP 175, rue Angèle Mariage, d'une contenance totale d'environ 11 583 mètres carrés au prix de 230 000 € net vendeur. Y a-t-il des questions? Il y avait eu, oui, Georges. J'allais y venir, mais tu peux vas-y. Oui, c'était une observation que j'ai formulée en commission. Nous avons émis un avis favorable à l'unanimité dans cette commission, parce que renforcer l'offre de logement à Morlaix et notamment l'offre de logements sociaux, c'est important. Mais j'attirais l'attention de mes collègues lors de la commission et donc de l'ensemble du Conseil aujourd'hui sur le fait que la part de foyers imposables sur la commune de Morlaix est comparativement aux communes environnantes très faible et qu'il faut faire attention à ne pas avoir un effet de trop grand déséquilibre dans la mixité sociale. Je m'explique, j'avais fourni les chiffres en commission, que j'avais repris dans la presse régionale quelques jours auparavant. À Plouézor, la part des foyers imposables est de 56%, à Garland 51%, Plourin 50%, Plouigneau 50%, Saint-Martin 46%, Plougonvin 44%, à Morlaix, ce taux est de 38%. Et c'est vrai qu'on a, des déséquilibres qui semblent apparaître au sein de l'agglomération morlaisienne, et je pense qu'il faudrait voir avec les communes environnantes comment peut-être ne pas faire de Morlaix, qui est déjà fragile sociologiquement, faire peser un poids trop important de l'effort envers les familles le nécessitant. Donc ce n'est pas du tout polémique, ce n'est pas du tout stigmatisant, c'est pas du tout, mais simplement effectivement éviter peut-être d'avoir des quartiers ou des zones à Morlaix qui portent beaucoup de logements sociaux et pour la mixité sociale, cela pourrait poser à terme des problèmes. Il n'y a pas de lien qui existe entre la proportion de logement social sur un quartier et la pauvreté qui y sévit. Le quartier le plus pauvre à Morlaix, c'est le quartier qui a le moins de logement social. C'est le centre-ville. Et la pauvreté, en fait, elle est portée par la vétusté d'un certain nombre des bâtiments qui s'y trouvent et dès lors les loyers très faibles qui peuvent être exigés par un propriétaire. Sur la part de logement social, je suis allé rapidement donner, et j'ai pris pour le coup les chiffres de l'INSEE pour être à peu près d'accord. Les derniers dataient de 2023. On va prendre les deux villes moyennes les plus proches, Landerneau et Morlaix. 15% de logement social à Morlaix, 16 à Landerneau. Plus de logements sociaux. À Landerneau, la vacance structurelle est plus faible. Et donc on a un vieillissement, un indicateur de vieillissement du bâti plus faible.
pour la première fois depuis longtemps, nous avons développé, et je regarde Yvon, qui a en charge cette question au sein de l'agglomération, une opération sans commune mesure avec tout ce qui se fait en Bretagne sur le réinvestissement du centre-ville. C'est l'OPA-RU. 51 immeubles. Alors, avec des discussions extrêmement poussées, puisque la plupart, on a aussi la difficulté que la plupart sont des immeubles patrimoniaux. Et donc, dès que vous discutez patrimoine, vous discutez avec un niveau de réglementation et des objectifs de réhabilitation qui peuvent faire flamber les coûts. Permettez-moi de saluer Olivier Thomas à l'ABF, qui nous permet d'avoir un véritable dialogue pour pas que les opérations se retrouvent complètement impossibles, vu des surcoûts qui se surajouteraient. Deuxième opération pour traiter cette question qui véritablement est un réservoir d'insalubrité, un véritable danger puisqu'on a des immeubles qui se sont écroulés. Et là, pour le coup, sur la question de la mixité sociale, nous permet d'avoir de véritables objectifs. La deuxième opération, c'est la concession d'aménagement îlot du Dossène et entrée de ville. Là, de la même façon, avec des objectifs, puisqu'il y a souvent du portage qui est mis en œuvre par l'établissement public foncier régional, un objectif de 20% de logement social. Donc on est dans quelque chose qui, somme toute, est bien équilibré. Et puis sur les 51 immeubles qui sont visés dans l'OPA-RU, ils ne seront pas tous portés par la puissance publique, il y a des négociations, et il y a déjà eu quelques ventes à des opérateurs purement privés de logement. Après, je rappelle une réalité. Globalement, le Finistère, 70%. Ouais, c'était 71 quand j'étais conseiller départemental en charge du logement. On me souffle 72%. 72% des familles finistériennes sont en dessous du seuil de revenus pour accéder au logement social. Ce qui m'a toujours fait dire, on continue à en parler parce que c'est passé dans le logement social, que le logement social, c'est en fait quasiment le logement pour tous, puisqu'il touche plus de 2/3 de nos concitoyens. La pression qu'on subit à l'heure actuelle en termes de demande, je vous le dis, alors là pour le coup je n'ai pas été tout seul à le dire, puisque pour vous raconter toute la vérité, même l'opposition à l'époque menée par Maël de Calan au conseil départemental avait voté avec nous pour dénoncer les effets délétères de la loi Elan 2018. La loi Elan, c'est un assèchement des ressources des organismes sociaux à hauteur de plusieurs milliards qui se cumulent tous les ans. On a de la chance, il nous reste un groupe de logement social à réhabiliter, c'est celui de la Vierge Noire. On a fait la première partie de la rue Camille Langevin, là on a livré la première partie des aménagements de la route. Il reste encore tous les logements derrière en direction de Quatsero. Faut que je repousse encore, faut que je tanne encore un peu le bailleur propriétaire de ces logements. Il a des projets, mais je vais vous le dire pour sourire, c'est un bailleur assis sur une grande banque qui me disait toutes les difficultés financières qu'il avait. Je lui ai dit, bon, permets-moi de te rappeler, cher ami, cher collègue, que la banque du groupe auquel tu appartiens annonce tous les ans plusieurs centaines de millions de résultats nets. Donc j'ai bon espoir qu'on ait le dernier groupe qui soit enfin réhabilité. On a vu dernièrement qu'on avait donné l'autorisation de déconstruction, reconstruction pour un immeuble du Logis Breton, la rue Vangleroux. Ouais, l'adresse est rue Vangleroux. On a plutôt des indicateurs de réhabilitation du parc à l'heure actuelle. Faut pas se leurrer, on en a encore minimum pour 10 à 15 ans. Minimum pour 10 à 15 ans. Donc il y a des choses qui se voient, les choses sont engagées. Pour revenir à une situation qui de la même façon pourrait être comparable en taux de vacances, en nombre de réhabilitations, en difficulté aux villes moyennes, on avait pris un énorme retard. Toutes les opérations sont en cours pour nous permettre d'être plutôt positifs quant à notre capacité de rétablir la situation, sachant qu'on n'est pas à l'abri d'éboulements nouveaux.
Là, j'ai encore dédié, il y a une équipe spécialisée désormais qu'on peut mobiliser pour un premier prédiagnostic pour savoir si on va à un constat de péril. Les 8 derniers jours, c'est de nouveaux signalements qui nous ont été faits sur des immeubles qui n'étaient pas dans le périmètre de notre connaissance, mais qui peuvent effectivement présenter des défauts d'entretien, les amenant à avoir un risque structurel d'éboulement. Donc la machine en route, les compétences sont associées désormais. Sur la cellule d'urgence, on a 2 agents qui font plus que ça. Et puis surtout, on a vu que on était monté en compétence sur toutes les procédures. Je vous rappelle le cas de l'immeuble de la gare, rue du Armand-Rousseau, où on a pu dérouler toute la procédure allant jusqu'à l'expropriation. Yvon, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Oui, tu viens d'évoquer longuement toutes les opérations, notamment de réhabilitation du centre-ville. Moi, je veux juste insister sur l'autre volet qu'évoquait Georges, qui est celui du logement social. Aujourd'hui, on n'a rien à proposer. C'est-à-dire que les gens qui font des demandes de logements sociaux n'ont pas de réponse parce qu'il n'y a pas de logement. Et en partie, il n'y a pas de logement. En tout cas, c'est mon analyse, mais elle est certainement pas complète. Mais parce que ceux qui sont dans leur logement actuellement, ils n'en bougent pas, quoi. Ils n'en bougent pas parce qu'on ne leur propose rien d'autre non plus à eux. Et donc, on se retrouve toujours avec les mêmes qui n'ont pas de solution, qui sont à la rue. Et je crois qu'on doit faire avancer les deux en même temps, c'est-à-dire la réhabilitation du centre-ville, le logement privé, accueillir des futurs propriétaires. Et puis, il faut continuer à construire du logement social parce que sinon, on n'y arrive pas, quoi. Sinon, on n'arrive tout simplement pas à loger les gens. Pas d'autres interventions sur cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Chers collègues, je vous remercie. Quelques dates. Nous avons rendez-vous pour un conseil municipal vendredi 5 juin à 18 h. Il aura un unique objet, les élections sénatoriales et le vote pour une liste de suppléants, puisque comme nous sommes une ville de plus de 10 000 habitants, nous sommes les 33 grands électeurs pour les élections sénatoriales qui auront lieu fin septembre, le 27. Le 27 septembre, nous serons tous conviés pour aller à Quimper voter pour les élections sénatoriales. Et nous aurons donc 9 suppléants que nous devons élire. Si l'un ou l'autre d'entre vous est absent, il pourra se faire remplacer par son suppléant dans la limite de 9 suppléants. D'accord ? Et ça sera l'objet unique de ce conseil municipal qui aura lieu pour tout le monde le même jour, dans toute la France. Enfin, dans la moitié de la France, puisque c'est seulement la moitié du Sénat qui est renouvelée. Et notre prochain conseil municipal classique aura lieu, lui, le 25 juin, chers collègues. Eh bien, il me reste à vous remercier. La soirée est encore extrêmement ensoleillée. Morlaix a un air estival depuis quelque temps. Eh bien, je nous invite à aller en profiter immédiatement. Merci à vous tous.